Avec Laurent Roth, nous allons parler évidemment de la manipulation des images, mais pas dans le sens où on manipule quelqu'un, mais en les mettant ensemble, qu'est-ce que ça peut produire. Donc nous allons avoir une première partie, L'Emmuré de Paris, le titre du film, ou l'expérience du film dystopique, de l'archaïque au prophétique en passant par le numérique. Alors Laurent, en quelques mots, travaille au carrefour de la fiction, du documentaire et du théâtre. Il explore les liens croisés entre la mémoire et l'image. Scénariste de longs métrages pour Jean-Daniel Paulet, Vincent Diotre, Dominique Cabrera, Stéphane Battu. Il est réalisateur depuis 1986, a fait Les Yeux brûlés, L'Impromptu de Jacques Copeau, J'ai quitté l'Aquitaine. Je ne vais pas donner tous tes films. Enfin, hier, tu étais au Centre Pompidou pour parler de ton dernier film avec Amos Guitaï, La violence et l'histoire sur un ou tout autre régime. Donc régulièrement, tu te trouves présent dans des grands festivals internationaux à Cannes, Rotterdam et Nyon. Il t'arrive aussi d'être auteur dramatique, voire poète. Là, tu l'as pas dit, mais je sais que ça t'arrive aussi. Et voilà. Tu veux que je rajoute quelque chose? Non, non, ça suffit. Il est cahier, critique au cahier du cinéma, voilà, programmateur. Ça ne fait que participer de mon morcellement, donc il faut arrêter cette présentation. Dont le film témoignera. Donc, dans un premier temps, nous allons donc céder la parole afin d'introduire probablement, j'imagine, des liens entre ce que tu proposes et peut-être Chris Marker. Oui, enfin, ma position n'est pas très facile, mais avant de parler de cela, je voulais te remercier, Corinne, avec Carole, de votre invitation, qui est à la fois très agréable et un peu désagréable. Je vais vous dire pourquoi. Elle est très agréable parce que j'intègre grâce à vous une communauté de pensée autour de questions qui me travaillent, et je suis très très reconnaissant d'être associé à cette journée pour remettre en travail donc mes intuitions à travers un film que je vais vous proposer. Très agréable aussi parce que ma chère Corinne, nous nous connaissons depuis plus de 40 ans. Bah si, j'y tiens beaucoup. Je le dis pour tous les étudiants qui sont là. Nous nous sommes connus exactement à votre place. Donc nous étions étudiants l'un et l'autre et au séminaire de Louis Marin, à l'école des hautes études sur le sublime, au séminaire de Jean-François Lyotard à Paris 8 sur la question du différent. Puis un travail sur les immatériaux que tu as mené de façon beaucoup plus soutenue avec lui, mais j'étais associé à cette réflexion. Et non, je vous le dis solennellement, vous êtes en train de nouer des liens qui durent. Voilà, et c'est très important que vous en soyez conscients. Et voilà, ce sont des liens amicaux, des liens de pensée, des liens de révolte et de combat, des liens amoureux parfois, mais qui vont peut-être traverser toute votre vie. Donc conservez-les, ces liens, et vous voyez, ça dure, la preuve. Nous sommes encore là. Bon, alors ces questions philosophiques qui nous animaient dans les années 80, bien sûr, elles sont toujours là. On était à la naissance d'une déconstruction, ce qu'on a appelé le postmoderne, la déconstruction des grands récits, et à la naissance d'une pensée qui n'était pas encore celle du numérique. On commençait à deviner des choses. Il y avait Paul Virilio, par exemple, qui travaillait sur ces questions-là, Baudrillard aussi, que nous lisions à l'époque, mais enfin, on était vraiment à la naissance de cette révolution à la fois technologique, anthropologique et philosophique que nous avons donc accompagnée comme nous l'avons pu. L'aspect désagréable, c'est que je viens de terminer un film, ça n'est pas facile pour moi, si vous voulez, de me dédoubler et de devenir le théoricien de mon propre travail. C'est pas une position qui m'est très facile, disons, dans la fraîcheur de l'expérience, puisque le film est terminé depuis très peu de temps. Et en plus, une chose très importante pour un cinéaste, c'est qu'il n'est pas encore sorti en salle. Donc, si vous voulez, je suis dans une espèce de période de limbe où ce film est terminé techniquement, il commence à être un peu montré, mais je ne sais pas très bien comment le public s'en empare, ni la presse, et du coup, sa réception critique n'est pas encore faite. Donc vous allez être un peu mes premiers spectateurs, et j'ai un peu le trac, je dois le dire, et j'ai d'autant plus le trac qu'il faut que je dise des choses intelligentes sur ce film qui est peut-être raté, on n'en sait rien. Donc voilà, mon propos ne présage pas et ne préjuge pas de ce que vous pourrez ressentir du film, qui, comme toute œuvre d'art, entre dans un champ de conflictualité, d'opinion, et sera ce qu'elle sera pour vous, sans que vous ayez à vous censurer d'aucune manière sur ce drôle de film que j'ai commis.
Alors l'archaïque, quand même, je vais en parler. Ça m'a intéressé quand même de me dire, bah oui, pourquoi pas profiter du colloque pour me poser cette question, parce que quand on s'est parlé avec Corinne, c'est évident que j'ai vu des liens et que le film n'est pas là par hasard. Mais c'est pas forcément comme ça que j'avais abordé la question. Bah, y a un premier archaïque dans mon film qui est une chose vraiment étrange et qui va sans doute un peu vous choquer. Sur 75 minutes, vous allez voir un photofilm, c'est-à-dire un film qui vous donne l'illusion du cinéma, mais qui n'est fait que d'images fixes. Et c'est sans doute une des choses, d'une part, les plus dures à faire en tant que réalisateur, mais aussi une des choses les plus dures à subir en tant que spectateur. C'est pas facile. C'est pas facile parce que justement la photo est archaïque, elle nous renvoie, la fixité nous renvoie à quelque chose qui est pas loin de l'enfance. Elle est d'avant le langage, la photographie. Les photographes sont souvent des grands mutiques. Ils font des photos parce qu'ils parlent pas. Et moi, j'entre dans une période de ma vie et de ma carrière où je fais un film avec des photos parce que j'ai un problème avec la parole. Et je me rends compte que ça a joué un rôle très important. En écoutant Lily, je me suis dit, mais c'est vraiment ça. Je fais un film où je suis très bavard, mais qui est fondamentalement d'avant le langage. Et c'est ce conflit-là que je vis, moi, dans le film. Bon, vous savez, la photo, en termes d'histoire des arts, elle a 60 ans d'avance par rapport au cinéma. En gros, la photographie commence à être un peu standardisée dans les années 1830 et le cinéma, c'est 1895. Donc elle est déjà un peu l'enfance du cinéma, mais elle est aussi l'enfance parce que, pour ces raisons que je viens d'expliquer, elle n'a pas les mots. Elle a aussi peut-être en elle-même quelque chose d'assez pulsionnel. Alors, tu parlais de Chris Marker, il y a un film important qui s'appelle « Si j'avais 4 dromadaires » de Chris Marker, qui est un essai sur la photographie, qui est indispensable si le sujet vous intéresse. Et le film ouvre sur cette phrase « La photo, c'est la chasse, les instincts de la chasse sans l'envie de tuer, la chasse des angles, on traque, on vise, on tire et craque. Au lieu d'un mort, on fait un éternel. Au lieu d'un mort, on fait un éternel. » Donc c'est vraiment cette tension entre une image qu'on va chercher, vous connaissez l'expression chasseur d'images, mais elle n'est pas là par hasard, et en même temps, le résultat, dans la chambre photographique, ou maintenant dans le téléphone, bah, c'est une image qui va traverser le temps. Donc du coup, il y a cette torsion entre une source très pulsionnelle de l'image et un résultat iconique qui est figé dans une forme d'éternité. Et je trouve que c'est quelque chose aussi qui parle de ma démarche, et dans lequel je me retrouve. Alors là où je pousse plus loin, c'est qu'avec ces traces archaïques que sont des photographies, qui sont plutôt donc des traces du passé, on pourrait parler d'archives, faisant chanter la racine arché, archaïque, archive, c'est la même étymologie, c'est ce qui vient du commencement. Cette archive, je lui donne une sorte d'avenir dans mon film, puisque j'en fais des images successives pour raconter une histoire. En fait, je vais quand même vous embarquer, je vous rassure, dans une vraie histoire. Donc j'en fais un récit. Et donc du coup, je projette ces archives dans une dimension fictionnelle et voire anticipatrice, puisqu'elles sont prometteuses d'un récit que vous découvrez au fur et à mesure du film. Donc quand Chris Marker dit de la jetée que c'est un souvenir de l'avenir, ça n'est pas simplement parce que c'est une dystopie, ça l'est aussi que dans le langage du film, le fait de faire un film avec des photos provoque immédiatement ce type de temporalité. Vous êtes sur des traces, mais qui annoncent une histoire, pour dire les choses simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, ça va donner cette temporalité extrêmement étrange du film que vous allez voir. Bah, le film, d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en dise un mot, parce que comme vous ne l'avez pas vu, c'est un peu abstrait. Donc, je crois que je vais vous lire le résumé, parce que comme ça, on est au moins tous d'accord sur ce dont ça parle. Hein. Donc, j'ai mis plus d'1 an à pouvoir écrire le résumé de ce film. C'est la chose la plus difficile à faire. À la suite des attentats qui ont frappé Paris, un psychiatre s'installe dans le quartier de la Villette pour observer un groupe d'habitants microscopiques qui se réunit chaque soir à heure fixe. Il prélève l'un d'eux pour tenter une expérience, redonner aux Parisiens sa vraie grandeur. Confiné entre 4 rues du 19e arrondissement, afin d'y recenser méthodiquement les arts arceaux et arcades du quartier, notre cobaye, docile dans un premier temps, échappe bientôt à la vigilance de son médecin. Sur le lieu de leurs exploits, il réussit à prendre l'identité des grands hommes qui sont passés par l'Est parisien. Mais
Ce voyage dans le temps provoque un cataclysme. Le médecin-chef décide de mettre fin à l'expérience. C'était sans compter sur la résilience de son patient, qui fera tout pour retrouver le chemin, sinon de la grandeur, du moins de la joie. Bon, voilà donc pour ce que ça raconte, disons, d'un point de vue explicite, on va dire. Après, il y a plein de niveaux dans ce film, beaucoup de couches. Et j'enchaînerai sur un deuxième archaïque, donc qui n'est pas évoqué par le résumé, qui est sous-jacent, mais qui est tout à fait en écho à la conférence de Lily, qui est l'archaïque du sujet. Donc elle l'a très bien développé, je ne vais pas trop m'attarder, mais la question du danger de la fragmentation, elle est au cœur de ma problématique héroïque, entre guillemets, du héros de mon film, que j'incarne, mais qui n'est pas moi, je le reprécise, hein. Et qui est que je situe le film, vous le verrez, comme, si vous êtes attentif, c'est le 15 novembre 2016 à 16h20 commence le film. Donc c'est exactement un an après les attentats. Hein, et 16h20, c'est le moment où les voitures commencent à se mettre en marche, où les tueurs commencent à se mettre en marche pour rejoindre les lieux d'attentat. Donc je prends un an après le traumatisme dans la narration du film. Bien sûr, la scène n'a pas été du tout tournée à ce moment-là, mais ça, c'est pas grave, c'est la fable cinématographique qui le fabrique. Et pourquoi je reparle des attentats ? Parce que je pense que justement, on est devant l'archaïque, devant la terreur, reprovoque les sensations de l'archaïque. On sait très bien que si vous avez des récits de rescapés de ces attentats ou même de récits de guerre, la peur peut provoquer vraiment le fait de se rouler en boule comme un animal et de retrouver cette position du rond dans la terre qui est celle à la fois de la naissance et de la mort. Et c'est bien le point de départ de mon film. Je voulais repartir de ça parce que je pense que beaucoup de choses dans la société actuellement agissent pour provoquer cette paralysie et cette fragmentation. Le numérique comporte une puissance d'anéantissement considérable. Et je le théorise maintenant comme ça, c'est pas comme ça que j'y pensais en faisant le film, mais je crois que je répondais intérieurement à la fois à une circonstance extérieure qui est un fait de guerre civile, qui est un attentat massif, mais aussi un attentat plus subtil, plus souterrain, qui est cet attentat sur la capacité psychique à se mettre debout, hein, puisque vraiment c'est au fond de ça que parle mon film. Donc il y a donc cet archaïque psychologique qui est très important dans les soubassements de mon film. Il y a l'archaïque du quartier. J'ai beaucoup aimé, Corinne, quand tu as parlé de Deligny qui disait « il y a un lieu puisque les enfants y reviennent ». Et moi, finalement, j'ai décidé que le lieu de mon film, il existait à partir du moment où mon personnage a décidé de s'enfermer dans 4 rues. Où le scénariste a décidé que le personnage était enfermé dans 4 rues. C'est-à-dire que je me suis dit, finalement, si je décide d'observer ces 4 rues pendant 13 ans, ce qui a été le cas, puisque ce film s'est tourné sur une très grande échelle de temps, il va s'y passer des choses forcément passionnantes. Donc je délimite un cadre, avant de délimiter un cadre cinématographique, j'ai délimité un cadre spatio-temporel qui est donc 4 rues de la Villette. Donc si vous connaissez le 19e arrondissement un petit peu, c'est au-dessus des stations Stalingrad, La Chapelle, hein, c'est un quartier un peu excentré dans Paris. Et donc ce sont les rues d'Aubervilliers, rue de Crimée, avenue de Flandre et boulevard de la Villette de la Chapelle, puisqu'ils se touchent à cet endroit-là. Mais en gros, c'est 4 artères de Paris. Elles sont archaïques, pourquoi ? Parce que, et ça m'a beaucoup passionné, parce que je vais aller m'intéresser au quartier de Paris qui intéresse le moins les guides touristiques et qui ne fait mention d'aucun monument, d'aucun lieu à visiter. C'est un quartier vraiment relégué au sens où on considère qu'il n'a pas d'intérêt. Et c'est précisément moi ce qui m'a intéressé. Et il est un peu maudit parce que au XIXe siècle, c'est le quartier de la relégation, pas seulement des êtres humains, mais de toutes les activités sales d'une ville. Donc on va les détailler. C'est vraiment le vide ordure de Paris. Vous savez qu'autrefois, la gestion de l'ordure municipale a fait l'objet d'une grande réflexion, puisqu'autrefois, les ordures étaient mélangées à la vie quotidienne. Il n'y avait pas vraiment de décharge, de dépotoir. Il y avait vraiment, si vous voulez, la question de la merde dans l'histoire. C'est une très grande question, parce que c'est la question de cohabiter avec ce qui est l'impur. Et donc l'impur, on a décidé que c'était ce quartier qui
qui allaient le recueillir. Donc c'était ce qu'on appelait alors les dépotoirs pour les ordures. Et enfin, non, les dépotoirs, c'était pour les vidangeurs, donc qui vidangeaient les fosses d'aisance des maisons. Les voiries, c'était pour les décharges d'ordures à ciel ouvert. Et quand c'était souvent des déchets alimentaires. Les pompes funèbres, qui sont devenues un centre culturel qui s'appelle le 104, mais qui était un gigantesque magasin des accessoires et aussi des équipages, et puis des écuries pour les chevaux, pour la pompe funèbre municipale, les abattoirs, les fameux abattoirs de la Villette qui sont devenus la Cité des Sciences, toutes les industries polluantes, chimiques, gaz, le gazoduc, et tous les champs d'équarrissage aussi pour les bêtes destinées à la consommation. Donc vous voyez, le dossier est un peu lourd. Il y a un inconscient du quartier qui travaille aussi vraiment sur l'archaïque en tant que là, c'est le rebut. Hein. C'est jusqu'où la question chez Robert Antelme est absolument vitale, jusqu'où nous allons être confondus avec nos déchets, nos propres déchets. On sait que l'humiliation pour un être humain, c'est d'être dans ses déchets. Donc j'habite le lieu du déchet dans ce quartier et ça a puissamment irrigué mon imaginaire. Enfin, terminer sur cette espèce de balayage des figures archaïques de mon film, ou des topos plutôt. Il y a aussi, c'est une chose dont j'ai discuté avec Sébastien Denis, je me suis rendu compte en parlant avec lui, parce que Sébastien en plus c'est aussi un spécialiste de l'animation, du graphisme dans le cinéma, quand le geste graphique s'introduit dans une continuité cinématographique, qu'est-ce que ça provoque ? Et moi j'ai eu besoin de m'inventer des avatars. Donc vous verrez comment c'est fait, c'est pas ce dont vous avez l'habitude, c'est un peu du morphing du pauvre, parce que je voulais que c'est un côté un peu bricolé, qui a demandé beaucoup de travail. Hein. Parfois vous savez, le fait de sembler ne pas travailler demande beaucoup de travail. Donc c'est un bricolage très, très accompagné à la post-production. Mais malgré tout, ils sont un peu flottants, ces avatars. Et donc le personnage que j'incarne, patient psychiatrique, va se trouver prendre des masques de figures masculines d'autorité. Donc déjà la progression est assez archaïque parce que c'est vraiment une espèce de quête de père très, très primaire, quoi. Mais ce sont des figures masculines d'autorité qui sont un peu amoindries pour plein de raisons. Et ça, je ne l'ai pas non plus tout à fait exprès. C'est que les personnages historiques qui sont passés dans ce quartier ont eu des destins brisés, des destins d'échecs ou carrément des destins maudits. Alors je suis d'abord Louis-Auguste Blanqui, qui est un théoricien du coup d'État révolutionnaire, qui a tenté plusieurs coups avant la Commune de Paris et qui les a tous foirés. Et il a été emprisonné, je crois, plus de temps dans sa vie qu'il n'a été libre. Et il finit par écrire sur l'astronomie. Il a écrit un très beau traité sur les astres. Donc j'aime beaucoup Blanqui. Est-ce que je l'aime à cause de son échec ? Je serais peut-être un peu pervers de le dire, mais il y a quelque chose de ça. C'est que poétiquement, son échec parle de quelque chose et je m'y suis fortement identifié. Après, donc Blanqui, il est dans le secteur puisqu'il essaye ce coup de la Villette dans une des rues que je traverse, parce que ma règle du jeu, c'était de ne parler d'eux que dans la mesure où ils avaient habité ou fréquenté le quartier. Bien sûr, je n'ai pas triché. Hein. Oui, j'ai fini. Oui, mais j'ai commencé avec 10 minutes de retard. Hein. Ah oui, bon, donc... Bon, après, il y a Jacob Rodrigue Perrer, premier instituteur des sourds-muets qui a inventé l'orthophonie, qui, pareil, achète un cimetière et ne sera pas reconnu par l'historiographie officielle. Le maréchal Marmont, qui défend Paris devant les troupes prussiennes, russes et autrichiennes pendant la bataille de Paris de 1814, mais qui va trahir l'empereur, donc c'est un personnage négatif. Même s'il est un héros pendant la bataille, il trahit l'empereur 2 jours plus tard, et c'est l'abdication de l'Empire. Et puis Louis XVI est par là. Bon, ça, vous savez que Louis XVI a mal fini. Donc, c'est pas forcément une figure d'identification très positive. Et décapité, en plus. Donc, sur le plan psychique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis Ledoux aussi, qui était un architecte utopiste. Enfin, on en reparlera. Je vais terminer sur le numérique, après avoir balayé l'archaïque de la photo, l'archaïque de mon sujet, l'archaïque du quartier, l'archaïque des figures. Pourquoi le numérique ? Alors en gros, moi, le numérique, je ne l'invoque pas du tout dans sa part connectée. Je ne suis pas du tout dans la partie métavers du numérique, mais plutôt comme technologie de l'image. Et si vous voulez... Bon, moi j'ai 61 ans, c'est vertigineux pour moi quand je me retourne sur mes débuts. J'ai connu trois
3 révolutions techniques dans mon métier. J'ai commencé à faire des films en pellicule, 35 mm, 16 mm, avec donc salle de montage pellicule, mixage avec son analogique sur pellicule son. Puis j'ai connu la vidéo analogique, avec tous les formats possibles. On est toujours à un cinéma gravé sur de la bande, si on peut dire. Et puis ensuite, je suis passé au support numérique, donc immatériel, si on peut dire. Et à chaque fois, j'ai dû me remettre en question et réapprendre un peu mon métier. Dans ce film, pourquoi le numérique est important ? Parce que, je viens de vous le dire, la question du rebut est très importante, la question du détail, la question de la fragmentation, la question de comment les corps se contiennent et comment dans ce quartier ils pourraient s'identifier à ce qui est de l'ordre de l'immonde. Dans mes images, moi-même, j'ai découvert que j'avais tout un tas de détails qui grouillaient. Or, j'ai tourné, si vous voulez, enfin je n'ai pas tourné, j'ai shooté, comme on dit, puisque c'est pas un film tourné en cinéma. J'ai shooté avec mon photographe qui avait un Pentax 15K. Donc 15K, ce format n'existe pas encore au cinéma. On est en 4K, on va maintenant en exploitation. Vous me direz où est-ce qu'on en est exactement. Enfin bon, on n'est pas plus que sur du 6-7K. On est en 2K en exploitation, voilà. Et en RAW, en format RAW, on peut être encore en 4K ou un peu plus. Mais en tout cas, 15K pour moi, c'était considérable. Donc ça veut dire que si vous voulez, je fais un plan large de l'auditoire. Et si je veux prendre mon camarade barbu, là, qui est à mon extrême gauche, et zoomer sur ses lunettes, c'est possible. C'est-à-dire que mon image est énorme, mais je peux vraiment aller chercher un tout petit détail et avoir l'intention de regard qu'il a, qui est plutôt amicale pour l'instant. Voilà. Donc c'est vous dire que la post-production, c'est le montage d'un film, le montage son d'un film, le mixage, la conformation, l'étalonnage, les effets spéciaux en images. Toutes ces étapes sont revalorisées, survalorisées quand on fait un film aujourd'hui. Et maintenant, mes budgets de post-production sont parfois aussi importants. Là, dans le cas de ce film, il est plus important que le budget de tournage. Parce que j'ai réinventé mon film grâce au numérique. Là, pour le coup, je lui rends grâce. Je suis à la fois son esclave et son maître dans ce film. Enfin, j'ai appris en tout cas à le terrasser et à m'en emparer pour exprimer réellement cette question de l'infiniment petit. Faire exister l'infini dans une flaque d'eau ou un gant perdu sur le trottoir, voilà quel était mon projet. Je vous remercie. Donc nous avons maintenant 2 étapes, c'est-à-dire d'abord la projection que nous allons regarder après cette introduction et ensuite donc un échange de débat qui a été préparé entre Sébastien Denis, qui vient spécialement pour cela, avec Laurent, donc autour de ce que vous aurez vu. Et vous aussi. Et bien sûr le public aussi, évidemment. Observation numéro 185, 13 novembre 2016, 16h20. Nous sommes à la Villette, Paris 19e. Le bassin de la Villette est connu des Parisiens pour sa perspective, sa promenade aérée
ces quais animés le soir de joyeux pique-niques improvisés. Au beau jour, autrefois, les enfants venaient s'ébattre dans les bassins. Mais aujourd'hui, force est de constater que les Parisiens ont perdu la joie qui les caractérise. Nous avons observé un petit groupe d'habitants qui se réunit chaque jour à heure fixe. Ce soir, ils ont décidé de tenter une sorte de ronde. Comme pour conjurer le malheur, ils piétinent des journaux sur le sol. Ils sont tous ensemble et seuls. Au début de cette expérience, l'un d'entre eux nous a fait signe. Au premier abord, il présente tous les symptômes du Parisien moderne. Déchiré entre les rêves de sa grandeur passée et la peur panique des attentats, le Parisien moderne n'est plus que convulsion. Partout, comme ici, il affiche son sourire de façade, alors que tout tremble autour de lui. On verra bientôt par quel secret détour nous avons pu vaincre son mal. Laissons-le maintenant faire seul le récit de sa guérison. Voilà. Bien. C'est pas évident d'enchaîner tout de suite. Hein. Mais bon, comme nous tenons quand même à profiter de la présence de Sébastien avant qu'il se dissolve dans les airs, à cause de trains absolument à prendre, on est un peu obligé d'enchaîner là, voilà. Donc Sébastien Denis nous a fait vraiment le plaisir de venir aujourd'hui pour parler avec Laurent Roth de ce film. Sébastien Denis enseigne à Paris 1, Université Panthéon-Sorbonne. Il est spécialisé en animation et histoire. Donc la question de l'image est évidemment au cœur de ces enjeux. Et après ce que vous avez vu, vous comprendrez pourquoi effectivement il est là pour dialoguer avec Laurent Roth. Donc je vais les laisser tout de suite entamer cette histoire. Et ensuite, évidemment, il y aura un temps de parole avec le public. Alors en fait c'est un peu un débat, donc j'aimerais moi plutôt... Oui, en fait évidemment s'il n'y a pas de questions, etc., je vais enchaîner, mais c'est un film qui est tellement perturbant, Laurent, même en le revoyant, moi ça fait 4 fois que je le vois là. Et même en le revoyant la 4e fois, sur grand écran, j'ai vu 2 fois sur grand écran, 2 fois en petit écran, je ne vois pas les mêmes choses. Et c'est un film qui est réellement perturbant, enfin qui... Voilà, donc peut-être ça peut être intéressant quand même de commencer par vous, d'autant plus qu'il y a quand même des spécialistes aussi de la psyché d'une manière ou d'une autre, enfin, en tout cas dans les réactions que j'ai entendues tout à l'heure, donc et même par rapport aux étudiants et étudiantes ici présentes et présents, ça m'intéresserait bien en fait de commencer par vous,
parce que c'est un film qui résiste, quoi. Ah, mais moi, j'arrive toujours pas à le voir vraiment. Hein. J'ai fait 20 films, celui-là, il sera toujours un monstre pour moi. Oui, c'est un film monstrueux. J'y ai travaillé énormément et je l'ai terminé, donc je peux pas dire que je ne suis pas responsable de ce que j'ai fait. Au contraire, je crois que c'est le film sur lequel j'ai le plus travaillé techniquement. C'est un film, c'est horriblement difficile de réussir une narration avec la photo, parce que vous n'avez pas la photo est morte au sens où elle n'a pas la durée, et or je vous donne l'illusion de la durée, puisque vous êtes quand même dans une narration filmique. Or, cette durée ne tient que si je suis parfait en termes de narration, de voix, je suis moi-même interprète de mon propre personnage, de montage son, d'ambiance sonore, de musique. Tout ce qui contribue à la temporalité de ce film est extérieur à l'image. Donc ça veut dire que dès que ça n'est pas bien, on retourne en montage, on rallonge, on repart en montage, du coup on change les durées, il faut refaire le montage son. L'aller-retour a été permanent entre le montage et la post-production, et c'est le premier de mes films où c'est comme ça. Il y a plus d'1 an et demi de montage là. C'est considérable en fait. Et ça n'est pas réussi. Le film a des lourdeurs, a des longueurs, c'était un pari. C'est là où j'ai vraiment eu un total respect pour Chris Marker. Bon, enfin, lui, il était prudent, il a fait 25 minutes pour la jeter. Et moi, j'ai été très, très téméraire parce que j'ai fait un film de 75 minutes. Ouais. Mais c'est horriblement difficile, voilà. Et quand même, j'espère vous avoir donné une sensation du passage du temps et vous avoir entraîné quand même dans un voyage. Mais je sais que moi-même, quand je revois le film, je décroche, mais c'est jamais au même endroit. Moi non plus. Ouais. C'est jamais au même endroit que je suis attentif. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'épuisement, et il faut accepter parfois de faire des films qui nous échappent. Et je sais que je suis travaillé par des monstres dans ce film. C'est Godard qui disait, vous savez, quand vous allez voir un film dans une salle de cinéma, vous avez beaucoup de chances de perdre votre place. Et j'aime bien aussi cette définition du cinéma où c'est parfois risqué de voir un film. Non, c'est un film risqué, c'est clair, risqué pour toi, risqué pour nous, en tant que spectateur et spectatrice. Donc, ça peut être bien que vous lanciez, parce que comme c'est un film qui demande beaucoup d'attention, hein, qui demande beaucoup de nous, en fait. Autant qu'il t'a demandé, il nous demande beaucoup. Donc, n'hésitez pas, vas-y. Je peux me lancer. Il faut que tu allumes, en fait, tu l'as éteint. Ouais. Ah, excusez-moi. Non, moi j'ai été très impressionné par le film. Après, il y a mille choses à en dire. Je voudrais simplement peut-être aller sur 2 points assez directement. C'est que, d'abord, c'est une forme incontestable. C'est une forme incontestablement, et je pense qu'on rentre dans cette forme en fait sans. Pour moi, j'ai pas eu trop d'obstacles par rapport à ça. Il y a quelque chose, je trouve, qui se joue à un moment donné dans la durée du film, qui est la durée dont vous avez eu besoin pour faire le film, en fait. Puisque, en fait, j'ai l'impression que ça s'est fait sur 15 ans, 12 ans. Les shootings se sont répartis entre juillet 2009 et novembre 2015. Ouais. Donc ça, on le sent à un moment donné. Oui, mais je vieillis, tout simplement. Non, mais on sent que c'est un film aussi qui j'ai des cheveux blancs qui arrivent. Emmuré dans son sujet aussi, d'une certaine manière. Oui. Et en même temps, il y a quelque chose qui est totalement à l'opposé, je trouve, qui est de quelque chose où on sent que les choses sont prises sur le vif. Oui. C'est-à-dire qu'on sent que tout ne vient pas du scénario du tout, que des choses ont été prises sur le vif et restent complètement dans cette vivacité d'un instant. Ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Chris Marker. Oui. Non, ça, je trouve ça très... ce contraste-là est très impressionnant. Moi, je trouve qu'il a un côté très Dante, en fait, sur le... Ah oui, mais il y a une citation... Mais plus que la citation, discrète, je veux dire. Même dans la... Dante, la divine comédie, oui. Dans la construction, dans la circularité, dans le... même parfois un peu Beckett, quoi. Mais parfois un peu Beckett aussi, oui, un peu dans oui, le... Oui. Voilà, dans le côté enfermement, en fait. Voilà. Après, une question que j'avais, c'est pas une question là du coup, mais c'est juste un premier retour comme ça pour lancer le. C'est non, je me disais simplement le fait qu'au début vous proposez le film comme une fantaisie documentaire. Je ne sais pas à quel point à quel point ça guide pas vers quelque chose dont on n'a pas besoin en fait.
Oui, j'avais labellisé un peu mes films, la fantasy Tu en as fait documentaire. d'autres. J'en ai fait d'autres, donc c'était pour... je l'avais pas mis jusqu'à une date très très récente, et au moment où on a fait le générique, je me suis dit quand même, pourquoi pas mettre à l'aise quand même avec le public, avec ce qu'il va voir, à savoir que... mais peut-être que j'en avais pas besoin, C'est effectivement. franchement fantaisiste. Oui, vous savez, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup qui vient de mourir, qui était Jean-Luc Comolli, qui m'a donné cette formule. Il est sorti de la salle de montage d'un film que j'ai fait qui s'appelle J'ai quitté l'Aquitaine, où j'ai inventé mon personnage de patient. Et il a éclaté de rire en sortant de la salle de montage. Il m'a regardé, il m'a dit voilà une aimable fantaisie. Et je me suis dit que ce mot me plaisait beaucoup parce qu'en plus dans le romantisme allemand, Das Fantasie, je pense que c'est un neutre, c'est l'imagination. C'est pas que la fantaisie en allemand. Et la fantaisie en musique est une forme que j'adore. J'aime beaucoup Schumann, vous pouvez le comprendre à cause de sa dissociation entre ces deux pôles. Et il y avait quel était le nom des deux? Clara et... Non, je parle des deux personnages qu'il avait inventés pardon. pour parler de sa dissociation, le contemplatif et le non, mélancolique et l'actif. Bref, j'ai oublié. Mais bref, tout cet univers de la fantaisie résonnait pour moi fortement, mais tu as sans doute raison. Je pense que peut-être que le film peut s'en passer. Je ne sais pas à quel point ça met à l'aise le spectateur. Simplement, c'est que comme c'est une... Comment dire, le film propose en soi une forme, voilà, qui... Oui. Voilà, et donc, la nommer, en fait, pour moi, c'est emmener le public sur une convention qu'il va aller chercher. Et Mais elle donc- n'existe pas, la catégorie, en même temps. Donc Mais je non, sais pas je sais si... bien, on ne sait pas ce que c'est, mais... Cela dit, ça existe quand même. Je pense Ouais. qu'il y a une très forte filiation entre J'ai quitté l'Aquitaine. Ouais. Donc ça vaut le coup de le voir Oui, si tu peux le voir. Donc c'est un film de 2005 que tu as fait Oui. sur un territoire familial. Voilà, où l'histoire de la famille passe à travers un domaine au Cap Ferret. Et je pense que pour toi, il y a cette filiation-là quand même, clairement, non? Oui, mais Parce je suis qu'il pas y a- obligé il y a de la- déjà un médecin Je chef. suis pas obligé de même si- l'afficher. Non, mais Et là, pour ceux qui connaissent sa le remarque travail, reste pertinente. Après, non, pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'avais peur que le film soit sur des rails beaucoup trop graves et solennels au départ. Donc, pour moi, mettre le mot fantaisie impliquait quand même que même le premier déroulant sur les symptômes de dépression du peuple français, je voulais pas que ma parole soit prise pour argent comptant. Oui. Donc c'est quand Ouais. même une manière de donner l'indice au public que s'ils ont envie de sourire, si le public a envie de sourire, oui, c'est prévu, quoi. C'est très délicat, cette question-là. Ouais. Idéalement, j'aurais aimé m'en passer, mais je crois que c'était un peu nécessaire pour mettre à l'aise le spectateur avec ce qu'il allait le voir au début. Au bout de 10 minutes de film, il n'y a pas de problème. Mais pour pas entrer dans le film de manière trop... Je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas de problème Oui, plus tard. il y a plein de C'est la problèmes. question de non, non, mais l'idée de fantaisie, dès le départ, donne quand même une distanciation, et notamment les effets d'animation dont on pourra reparler. Ça donne une indication qu'effectivement, il y a quand même un second degré, alors qu'il y a des trucs, si on les prend au premier degré, tu peux avoir des problèmes. Oui, Enfin, je veux dire, si on ne se dit pas qu'il y a quand même une projection de type... d'un fou. d'un fou, Oui. voilà, une projection, une fantaisie, mais au sens aussi un petit peu d'une folie. On passe quand même pas loin de vrais problèmes. Ah, je pense que si. Bon, ce que ça Mais il y a m'a- quand même deux choses qu'il a dites sur lesquelles je vais reprendre aussi. Oui, c'est comme vous voulez, si vous voulez. Vas-y, faire- allez-y. Non. Oui, moi j'ai été frappée par le fait que il y avait une démarche qui m'a paru extrêmement originale de prendre le contre-pied de ce qu'on a coutume de penser à propos du temps et de l'espace. Enfin, en général, c'est à travers l'espace finalement qu'on perçoit la temporalité des choses. Hein. On vieillit, l'espace, on change de saison, etc., etc. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de superposition en fait de différentes figures dans un même espace, comme si le propos c'était de faire la mémoire, non pas d'une temporalité, mais la mémoire d'un espace. Je ne sais pas si je me suis trompée. C'est très ou pas. bien vu, oui. C'est très bien vu. Et je trouvais que
que c'était particulièrement intéressant parce que ça prenait le contre-pied finalement de ce qu'on attend d'un film, hein, puisqu'un film, en fait, il nous raconte une histoire, mais qui est dans la durée. Or là, il y a une tension constante entre une succession d'images, mais qui ne disent pas une durée, en fait. Puisque les images sont arrêtées, elles disent davantage l'espace que le temps, m'a semblé. Le feuillettement, dans le même espace, de couches de temps superposées. C'est ça. Donc c'est une espèce de progression qui génère sa propre archéologie, en fait, où je peux revenir en arrière, revenir dans le temps sur d'autres personnages. Il y a cette phrase que me faisait remarquer Sébastien, « Je suis mort depuis longtemps », et qui est un énoncé impossible, qui est par définition un énoncé imprononçable. Mais qui est celui de la jetée. C'est celui le personnage de la jetée, un Chris Marker, il est mort depuis longtemps. C'est ça, il est mort depuis longtemps, mais c'est pas un énoncé que j'ai pris dans la jetée. Non, c'est pas une citation, mais c'est fondamentalement ce que pourrait dire le personnage. Tout à fait, voilà. Et du fait que je suis mort depuis longtemps, du coup, je peux voyager dans le temps et revisiter tous ceux qui sont passés dans ce quartier de manière... je ne sais pas comment la qualifier, parce que ce sont des avatars, mais à peine. Ce sont des emprunts, ce sont des masques, ce sont des identités Finalement, c'est très en phase avec ce que disent les sciences dures. Oui. Qui, je crois que c'est même Einstein lui-même qui le disait. Finalement, dans l'infiniment grand, les notions de passé, présent, futur sont tout à fait relatives. Tout à fait, absolument. Dès le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, en fait, on sait qu'on est on est enfermé dans le présent, avec un sentiment du passé et une appréhension de l'avenir. Mais au fond, le film, il est dans cette temporalité-là, qui se détraque un peu à la fin. Enfin. Mais sur la remarque de Franck, je reviens aussi... mais merci beaucoup pour le feuilletement, parce que ça me permet d'articuler quelque chose autour de quoi je tourne depuis longtemps, que c'est l'espace qui décide, là. Sur les deux temporalités, improvisation et temps très long, à partir de octobre 2009, je sais que je m'embarque pour un film qui va être autre chose qu'une petite performance montrée au 104, ce qui a été fait, et voilà, que je m'intéresse de plus en plus au quartier, que je commence à incarner un personnage, mais je ne suis pas encore le patient. Ma partenaire Kendra n'est pas encore le médecin-chef. D'ailleurs, elle l'a découvert un peu à son insu. Et au début, ça a été un peu compliqué. J'ai dû gérer les réactions de ma partenaire dans une fiction qui devenait de plus en plus contraignante pour elle. Et elle a été assez formidable. On a eu, disons, une possibilité de s'ajuster. Et elle a fini par accepter de passer la blouse. Mais tout ça s'est fait comme une improvisation, hein. Au départ, en fait, le photographe officiel du 104, qui est Guillaume Biera, qui faisait les portraits des résidents, me propose de faire mon portrait. Je lui dis, écoute, mon portrait, moi, ça m'intéresse jamais trop d'être photographié, mais j'aime bien, par contre, le rapport du corps à l'espace. Et au 104, si vous y êtes allé, il y a des arcs magnifiques. Alors, le thème de l'arc que tu as développé ce matin, Corinne, m'a beaucoup touché. J'avais oublié complètement que Deligny en avait parlé. Et je dis, je ne sais pas pourquoi, mais je suis hanté par cette figure de l'arc. Allons faire donc une promenade dans le 104 et dans le quartier, cherchons des arcs. Et le film d'ailleurs s'est appelé pendant 10 ans Arc, Arceau, Arcade, hein, qui était un titre peut-être un peu plus, à la fois plus explicatif sur ce qu'il était, mais pas très appelant pour le public. Donc j'en ai changé. Très structuraliste en même temps. Oui, mais c'est vrai que ça reste, mais c'est que les 20 premières minutes ou les 30 premières minutes du film, la quête des arcs, Arceau, Arcade, la consigne explose en cours de route. Et au fond, oui, je me suis donné ce protocole de recensement des arcs, des arceaux, des arcades dans 4 rues. Ça a été mon premier scénario. Et très vite, je me suis dit qu'en rencontrant les arcs, arceaux, arcades, j'allais rencontrer des figures historiques et que j'allais raconter quelque chose de notre destin commun. Parce que c'est pas que le peuple de Paris qui est en cause, c'est le peuple. Enfin, c'est notre communauté. À travers mon échantillonnage cobaye, je suis le Parisien symptôme, mais qui parle de l'ensemble du collectif. Et du coup, là, je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je sois réactif à tout ce qui serait de l'ordre de manifestations collectives. Donc, il y a les morts de la rue, où je me suis inséré. J'étais même bénévole officiel, donc j'ai pu avoir à l'avance, ils m'ont averti de ce qu'ils allaient faire et où et quand. Et la grande complication pour moi, c'était d'avoir mon costume de scène et pas le t-shirt de bénévole. Et il y a même des photos qu'on a dû repasser à Photoshop parce que j'avais le t-shirt jaune des morts de la rue.
parce que je me suis un peu infiltré en fait, embedded, donc dans le collectif, et puis j'étais aussi embedded dans le ballet, le grand ballet qui ouvre le film, qui est une chorégraphie flash mob, mais qui avait été répétée 4 fois au Théâtre de la Villette, et là donc je faisais partie des danseurs. Mais évidemment, il y a un moment donné, je ne fais plus du tout les pas de danse prévus, et je me mets au centre, et voilà, j'ai quand même la possibilité de maîtriser l'événement en changeant de rythme. Tu as hacké le système. Oui, je l'ai hacké, et puis il y avait mon photographe au 2e étage de la rotonde, on avait négocié l'autorisation de tournage. Enfin, tout ça s'est fait dans une espèce de piraterie permanente, plus ou moins affichée sur les événements. Puis après, on croise dans ce quartier énormément de visages, de personnages. Et voilà, la mixité sociale est très présente dans le film, même si elle n'est pas nommée. Oui, mais je tenais à ce qu'elle... elle est très importante. Ah oui. Le je suis cet enfant sur le visage de cet homme africain dans le bistrot, c'est un des moments très forts du film. Qui est l'enfant de quoi sommes-nous l'enfant dans une communauté, dans un pays, dans une patrie? Qui est l'enfant, etc. Enfin, voilà, c'était pour rebondir sur cette remarque qui m'a bien plu. Est-ce qu'il y a des... Oui. Bonjour. Pardon. Merci. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Justement, j'ai pas trouvé ça forcément très long. J'ai trouvé Avatar beaucoup plus long. Alors c'est plutôt réussi. C'est pas le Puis même il y a budget, non, mais c'est assez étonnant. Puis donc le montage, c'est assez impressionnant. Puis il y a des images qui sont effectivement très très fortes. Alors, je viens pas du tout de la psychologie, donc j'ai peut-être raté tout un tas de choses. Mais moi, ce à quoi j'ai pensé en fait, surtout avec cette histoire d'arcade. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Wachman, qui est un psychanalyste, qui a travaillé sur le cinéma et qui a écrit un ouvrage avec Daniel Arras, qui est un historien de l'art, spécialiste de la perspective notamment. Un ouvrage qui s'appelle Fenêtre, chronique de l'intime, je crois. George Watchman, c'est ça? Wachman. Ah, Wachman. Ah oui. Elie Wachman, non? Non, Gérard Wachman. Pas Georges, Oui, Gérard Wachman, je le connais très bien. Voilà, et oui, son livre Fenêtre, chronique sur le regard et sur l'intime, où en fait il essaie d'expliquer comment l'évolution de la fenêtre architecturale en fait peut être mise en relation avec les évolutions urbanistiques, puis la révolution en peinture, notamment la naissance du tableau quadrangulaire tel qu'il est théorisé par Alberti au XVe siècle, etc. Et en fait, il fait des sortes de corrélations entre l'évolution justement de l'urbanisme, les codes de représentation, le regard sur le monde, et puis l'intimité aussi, etc. Donc j'ai vraiment eu ça en tête. Et là, que vous avez précisé que vous avez fait les photos entre 2009 et 2015, c'est intéressant justement parce qu'on voit bien, en termes d'urbanisme, on voit l'évolution, on voit l'érection des bâtiments, justement. Et donc ce temps figé comme ça, qui est peut-être le temps de l'histoire, c'est l'arrimage symbolique, quoi. Et puis ça se confond avec justement ces images où on voit le quotidien de gens. Pardon, j'aurais pas dû faire ça. Donc c'est très intéressant et voilà ce que j'avais à en dire. Et j'avais aussi pensé, ça m'a fait aussi penser à rien à voir, mais une longue citation de Régis Debray dans Malaise de la transmission, que j'aurais aimé vous lire, mais sauf que j'ai pas internet, donc je peux pas la retrouver. Mais ça m'intéresse. voilà, donc c'est juste des pensées. Oui, des outils. Merci beaucoup. Tu veux réagir sur cet outillage? Alors, moi je suis pas du tout dans Debray, enfin c'est pas du tout mon... Mais ça n'empêche pas qu'il soit très intéressant, mais c'est pas... C'est à partir de ces outils-là que je travaille. Non, j'ai noté, tu parlais dans 2 entretiens différents, tu dis dans un entretien, c'est un film qui bloque. Tu as dit ça, moi? Oui. J'ai trouvé ça très beau. Ah oui. Et donc c'était pas pour te bloquer, hein. C'est juste que je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, j'aurais dû commencer par là, c'est effectivement un film qui bloque, c'est-à-dire qui peut être lu d'une manière tellement large qu'effectivement ça peut même bloquer les débats, quoi. Enfin, c'est un film qui potentiellement arrête autant qu'il est moteur. Moi c'est pareil, je trouve pas long, hein.
J'ai pas du tout cette sensation. Ça fait partie des films où j'aime bien m'endormir. Je me suis pas endormi, hein, mais il y a des films où on aime bien s'endormir. J'aime bien m'endormir. Je sais pas. Chez Tarkovsky, par exemple, j'adore m'endormir devant un film Stalker, Tarkovsky. oui. Voilà. Oui. Bellatar, moi j'adore m'endormir sur du Bellatar. Là, il y a cette dimension-là où en fait il y a ce côté cyclique, si tu veux, et que tu es pris en fait là-dedans. Et puis deuxième entretien qui est là sur un autre de tes films, un de tes tout premiers films, s'appelle Les yeux brûlés. Tu dis: je suis né dans cette famille du cinéma comme quelqu'un qui très clairement va dévoiler, démasquer, défricher, fouiller, plutôt que construire, élever, bâtir, illuminer, éclairer. Je suis plus dans un travail d'analyse que de construction. Je suis plus archéologue qu'architecte. Je trouve ça vraiment intéressant par rapport à ce film-là, qui est pourtant très centré sur l'architecture. Oui, mais là, justement, je souffre beaucoup parce que je suis très architecte dans ce film. Justement, on sent que mon c'est penchant très analytique. paradoxal. Oui, Ouais. mais c'est pour ça que j'ai souffert. C'est parce que je propose une forme, je propose d'ériger une forme. Je ne suis pas un cinéaste de fiction, je ne raconte pas tellement d'histoires avec des acteurs. Et là, pour autant, je suis carrément, plus que dans une fiction, je suis dans une fable, en fait. On pourrait parler d'une sorte de fable cinématographique. Je dois la rendre crédible, je dois la construire avec des blocs, justement, pour reparler de blocs. Et du coup, je dois aussi bien avancer que reculer. Enfin, il y a un mouvement contradictoire aussi, là. De toute façon, c'est un film... Je pense que c'est un film dont la forme est très conflictuelle et qui parle du conflit psychique, qui parle du conflit de l'identité, de la construction de l'identité aujourd'hui, du conflit entre les genres. Enfin, il y a toutes sortes de conflits qui sont traversés entre l'appartenance à une communauté nationale. C'est un très... Oui, j'ai tout le temps eu l'impression d'avancer, de reculer, le temps qui a passé était très long, l'usure aussi de ne pas pouvoir finir le film. Il y a eu en plus un producteur qui a fait faillite en cours de route. Bon, ça, c'est anecdotique, mais quand même, ça participe de cette idée que j'avais à repousser aussi des obstacles pour le faire, mais parce que je me suis donné quand même le projet, en sortant de cette citation, pour le coup, réellement de construire, comme on dit en architecture, en élévation. Hein, voilà. D'ailleurs, l'élévation, c'est... Enfin, l'érection même. Oui, on parlait si tout à l'heure d'érection. Je crois quand même que... elle est explicite. Pour revenir à l'archaïque, parce que tout à l'heure, tu commençais sur l'archaïque. Oui. Et donc, tu as évoqué la photo comme étant effectivement un art archaïque. La question du sujet, c'est-à-dire l'archaïque dans le sujet. Et puis, il y a évidemment une autre dimension archaïque, là, qui est la sexualité, qui apparaît donc littéralement partout. C'est-à-dire que c'est un film, j'ai pris une citation, « Les trous, les orifices, les portes, ça n'a pas manqué ». Et c'est vrai que quand on fait une lecture strictement sexuelle, c'est-à-dire non pas forcément psychanalytique, puisqu'on peut la faire, mais une dimension là, archaïque au sens vraiment du corps qui revient, c'est un film qui est extrêmement sexuel, donc c'est omniprésent, quoi. Il y a la ville est érotisée, oui. Ça vient de mon héritage du surréalisme très fort, où à 20 ans, c'est vrai que c'est des textes, ceux d'André Breton notamment, mais pas que, qui m'ont beaucoup marqué. Et puis c'est ma perception, ma promenade dans l'espace urbain, elle est comme ça, elle est très liée à la fiction d'une rencontre possible, amoureuse, mais aussi à la forme de la ville en tant qu'elle est très sexuelle. Je la trouve finalement beaucoup plus que la campagne. Hein. Donc c'est Baudelaire qui a très bien compris tout ça, enfin qui a dit combien la ville était un lieu d'érotisation du regard. Donc je l'ai pris pour argent comptant, je l'ai rendu métonymique, ce rapport. Hein. Deuxième point par rapport à l'archaïque, parce que là j'en reviens aux problématiques du colloque, tu en as parlé mais très, très rapidement tout à l'heure, c'est la question du terrorisme. Et donc de la terreur comme étant vraiment là un retour de la peur primale, quoi. Enfin, quelque chose
qui amène aussi à se recroqueviller, bon, et cette dimension-là est très présente. Comme tu as commencé en 2009, donc il n'y avait pas encore eu, évidemment, les attentats. Tu parlais tout à l'heure, tu dis que ça commence effectivement le 13 novembre 2016, donc un an après... Dans la narration. Dans la narration, hein, bien sûr. Et donc, un an après les attentats du 13 novembre, il y a ceux de Charlie en janvier de la même année, donc 2015. Comment est-ce que... Parce que tu as commencé en 2009, toi, les attentats dont tu as pu être témoin, je l'ai été aussi, c'était des attentats beaucoup plus anciens. Oui. Comment est-ce que ça s'est télescopé finalement, les attentats de 2015 par rapport au reste? Bon, moi j'ai cette perception depuis très longtemps, puisque quand je fais Les Yeux brûlés en 1986, personne ne comprend pourquoi je tourne mes entretiens avec les reporters de guerre dans l'armée française dans la salle d'attente de Roissy. Mais à l'époque, je lis Virilio, Baudrillard, je sais que la guerre, elle se transporte sur le terrain de l'organisation de nos villes, en tant que ces villes telles qu'elles sont organisées sont des cibles. Parce qu'elles permettent de rassembler beaucoup de monde en une même place, et qu'elles sont porteuses et symboliques de notre rapport de puissance au monde. Un aéroport, ça projette une image de puissance. Et j'ai cette sensation-là. Et il se trouve que 86, c'est les tout premiers attentats aux 4 temps à la Défense, au drugstore Publicis, oui, et puis la rue de Rennes en septembre. Et je commence à écrire le film en novembre 85, et les attentats arrivent. Et c'est là où je pense que je me dis, il faut tourner à Roissy. Mais c'est un instinct de réalisateur, je n'avais pas trop de théorie, même si je travaillais avec Virilio à l'époque quand même. Mais les choses, on n'a pas toujours, les décisions artistiques sont pas toujours claires, au sens où on énoncerait la raison rationnelle pour laquelle on fait les choses. Disons qu'instinctivement, je sais que c'est là que je dois tourner. Donc quand même, j'ai ça dans la peau depuis très longtemps, avec la guerre aussi. Et 2015, c'est le moment où j'ai pu raconter le film par le début, c'est-à-dire par la flash mob. La flash mob, j'avais prévu de la mettre à la fin. Le grand ballet final, j'ai toujours été persuadé que ce serait la séquence de fin. Pas du tout. Elle s'est invitée au départ, et c'est comme ça que j'ai pu raconter mon film en faisant une grande histoire. Pas seulement que la petite histoire de mon patient. Voilà. Mais au fond, c'est vrai que les attentats ont accéléré une prise de conscience. Elles ont matérialisé la prise de conscience que notre corps social était menacé, en fait. Ça a extériorisé le sentiment de menace et de dislocation. Mais au fond, on a plein d'éléments qui travaillent à rendre très compliqué le lien entre nous, quoi. Donc c'était comme une sorte de métaphore de ce que je voulais exprimer depuis très longtemps. Et ça m'a permis de le situer dans une histoire commune. Donc c'était plutôt ça a été une chance dramaturgique pour moi, voilà, si je puis dire. Cette violence-là, terrible. Oui. Parce que c'est vrai que cette violence arrivant m'a permis de la justifier pour moi dans ma forme. Et alors, en plus, le pompon, c'est que quand je titre L'Emmuré de Paris, il y a le confinement qui arrive un an après, quoi. C'est quand même incroyable. Mais même les images, enfin, de toute façon, quand on fait un film, on est toujours prophète. C'est là où j'avais ouvert une porte vers le prophétique, parce que je pense que dès qu'on commence une forme artistique, c'est ce que disait Corinne, on se met dans un état d'exception, et cet état d'exception nous renvoyant. C'est pas pour faire les malins, mais c'est simplement parce qu'on s'y consacre, on y est. Voilà, on se met dans un état qui fait qu'on a des antennes plus perceptives, plus sensibles que le commun des mortels, qui n'a pas cette préoccupation de se mettre à un endroit et de voir ce qui se passe dans le réel. Donc, dès qu'on commence à se mettre comme ça dans cette posture, on a bien des chances d'annoncer des choses qui vont se produire. Et quand même, j'ouvre mon film, citant La Jetée de Chris Marker, donc les 2 photos noir et blanc en banc-titre, qui sont la cathédrale effondrée et l'Arc de Triomphe brisé. On a l'incendie de Notre-Dame et les gilets jaunes qui abîment Notre-Dame. Ils n'ont pas fendu le tablier de l'arc, mais c'est quand même 2 monuments dont on pensait qu'ils étaient absolument intouchables et permanents et que rien ne pouvait se produire. Et à l'endroit des 2 monuments que je montre, il y a de la destruction. Donc c'est impressionnant. C'est pour ça que je parle. Alors je ne sais pas si mon film est dystopique, c'est toi qui vas dire s'il l'est ou pas.
Alors, Oui, oui, vas-y. donne-toi ta propre Oh définition. non, parce je te que- laisse faire. Alors, moi, parce que d'ailleurs, ça n'apparaît nulle part Non. concrètement. C'est dans la présentation que tu en as faite tout à l'heure et que tu fais tourner d'ailleurs pour Oui. les festivals, etc., que tu dis que c'est une dystopie. Pas dans le résumé, non. J'en ai lu un, oui. Ah, la peut-être, dystopie, oui. ouais. Alors, docteur. La question, mais non, mais moi je ne sais pas, ça c'est à interroger. Est-ce que Défini. c'est- Déjà la est-ce que c'est définition. dystopie. Là, pour qu'il y ait dystopie, il faut qu'il y ait utopie. Oui. Et la question, c'est effectivement, Ah. est-ce que il y a des utopies dans ton film, Oui. mais est-ce que c'est vraiment la tienne Mm. et qu'est-ce que tu fais? Une dystopie, c'est quand même tordre finalement une utopie, la distordre, la mettre en crise. Mhm. Voilà. Or, finalement, Oui. pour moi, ça a déjà explosé d'une part, et par Mhm. ailleurs, et Mhm. ça rejoint un élément que je voulais te demander, il y a pour moi plus quelque chose d'utopique que de dystopique. C'est-à-dire, même Oui. si c'est un film qui est sombre et complexe, et avec des arcanes et arcades tant qu'on veut, ça reste quand même pour moi un film qui relève de ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler un cinéma médecine. Mhm. C'est-à-dire que tu es quand même, je crois que tu aimes beaucoup Jean Rouch. Mhm. Il y a cette dimension chez toi que je trouve assez proche de l'ethnologie ou de l'anthropologie, qui est quand même intéressée par des questions de réinventer aussi une société, de voir comment elle fonctionne, et aussi, pourquoi pas, de la guérir. Mhm. Est-ce qu'il y a ça chez toi? Et s'il y a cette dimension de guérison, c'est-à-dire d'un cinéma qui est quand même utilisé pour certes faire de la fiction, mais aussi pour reconstruire, c'est-à-dire Oui, non oui, pas oui, détruire, bien mais sûr. reconstruire à partir de ce qui est déjà cassé. Est-ce que cette dimension-là de médecine n'est pas une dimension plus ou moins utopique et pas dystopique? Elle devient utopique parce que je constate que dans les arts, c'est plus forcément une préoccupation. En tout cas, elle n'est pas forcément enseignée comme ça. Moi, je l'avais apprise de manière très classique avec la poétique d'Aristote, où il parle de la purgation dans la tragédie par les sentiments de terreur et de pitié, le sentiment de catharsis. Et de fait, je joue un pari difficile sur ce film. Je joue un pari, j'ai tenu à le jouer jusqu'au bout difficile, parce que pour moi, la catharsis a lieu sur les 20 dernières secondes. C'est que vraiment, j'abatte toutes mes cartes en un seul coup. Au moment où le médecin-chef disparaît, le féminin est nommé, l'enfant apparaît et je suis cet enfant. Mais on a beaucoup de chance de ne pas forcément être dans le mood d'être transformé. Je le fais un peu en apnée, et parce que c'est justement quelque chose qui est de l'ordre d'un empêchement de ce sujet-là, que je raconte, qui va finalement s'effondrer et s'effondrer pour laisser place à la fin du film, en fait. Donc oui, non, je crois à cette posture, mais parce que je crois à la fonction sorcière du cinéma, qui est à la fois d'être une sorcellerie au sens d'une prêtrise, de savoir de guérison, de capacité de divination. Enfin, j'aime cette fonction archaïque justement de l'artiste, comme disent les Anglais, qui est de to heal, oui, guérir. de guérir, de soigner, guérir. Oui, parce que le mot anglais est beau parce qu'il dit à la fois soigner et guérir. Soigner et guérir. Oui, oui. Voilà. Je pense que c'est quand même le rôle d'une œuvre d'art. Moi, en tout cas, en ça, il est assez archaïque. Moi, je me mets la barre à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, de procurer quand même de la réparation. Mais pour procurer de la réparation, il faut souvent briser. C'est là où, parfois, la démarche n'est pas forcément très consensuelle. Il y a aussi une forme de réparation sociale, c'est-à-dire qu'on on parle d'une réparation. Enfin, il y a la question de la guérison, mais c'est aussi un film social. C'est un film où la société, c'est-à-dire tu prends un microcosme à partir de ce lieu dans lequel tu as été invité ou à partir duquel tu as fait cette espèce de monstre avec excroissance. Ça reste quand même un film social sur ce territoire-là, qui est un territoire très particulier de Paris, qui est effectivement un territoire qui est maintenant en train d'être expurgé, mais qui pendant très longtemps a été effectivement le territoire des marginaux, c'est-à-dire où on avait repoussé tous les marginaux du centre ou qui étaient à l'est, on les a bougés au nord-est, et puis ensuite on les a foutus dehors, ils sont à Pantin, ils sont à Saint-Denis, enfin ils sont à l'extérieur. Il y a une séquence d'animation pour exprimer ça. Oui. Avec J'ai eu besoin de passer par l'animation pour exprimer la rotonde.
Non, l'expulsion des Parisiens surnuméraires. Surnuméraire. Avec la combinaison du presse-citron et de la centrifugeuse. Ah oui, d'accord. Moi, je pense aussi à la rotonde, en fait. Oui, alors la rotonde, c'est plutôt c'est l'arrêt du temps comme projet démentiel, qui est un projet, pour le coup, peut-être dystopique, en tout cas un projet idéaliste, qui passe quand même par le fait que ça saigne dessous, quoi. Que ce genre d'utopie-là, ça fait saigner beaucoup de monde, quoi. Oui, mais c'est comme ça que je l'ai lu, oui. effectivement. C'est très gore, alors ça, il y a des gens qui ont vraiment trouvé ça de très mauvais goût. C'est gore, mais en même temps, bon. c'est en ça que c'est une fantaisie. Il y a quand même il y a de l'humour aussi dans ton film. Ah bah oui, heureusement. Ça se prend pas trop au sérieux, parce que sinon... Non, ça me semble... alors, il y a la dimension... Est-ce que s'il y en a qui veulent réagir? Oui, allez-y. Pardon, j'ai eu de petites questions, c'est-à-dire ça va une question professionnelle. J'ai remarqué que les photos ont été prises sur une large période. Est-ce que les photos de la vidéo ont-elles été prises avec l'appareil photo argentique? Non, c'est du 15K. C'est un Pentax, un grand format Pentax en 15K, en numérique. C'est pour ça que j'ai pu recadrer à ce point dedans, cropper comme on dit, parce que j'avais une définition exceptionnelle, qu'on a en plus pu parfois booster à la conformation du film. Donc c'est vrai que mon photographe n'aurait pas eu cet appareil, parce que ça c'est un hasard total. Alors là, vraiment, je sais pas pourquoi il a pris un grand format à ce point pour faire mon portrait dans le quartier, parce que sans doute il avait lui une idée... déjà de l'espace, et qu'il a apporté beaucoup, Guillaume Vira d'ailleurs, il est crédité comme co-auteur du projet, enfin au scénario, parce que son apport a été très, très important sur l'outil technologique dont il m'a fait profiter. Et plus ça a avancé dans le film, plus j'ai pris conscience que je pouvais utiliser vraiment ces photos en les recadrant, et du coup je lui disais souvent, prends plus large, parce qu'il se passe des choses autour de nous qui peuvent être intéressantes. D'accord. Donc il a fait des plans plus larges dans la deuxième partie des shootings à cause de ça. Et le véhicule des photos a-t-il un impact sur votre expression? Oui. D'accord. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai raconté en introduction. Oui, le véhicule des photos a un impact très fort sur mon expression, parce que je lutte avec la mort en permanence, puisque les photos sont fixes, elles n'ont pas la vie. Donc je dois leur redonner vie. C'est pour ça que ce film a été épuisant. J'ai l'impression si vous voulez, de faire du bouche à bouche à un cadavre, enfin à quelqu'un qui est en train de mourir. D'être sans arrêt en train de dire à mon film, est-ce que tu vas te mettre debout, est-ce que tu vas vivre? Il était tout le temps en danger, ce film. Et même au montage, je n'avais pas toujours la musique. J'ai fait faire une musique originale. C'est très compliqué de monter sans les éléments sonores. Donc ça a eu un impact, et ça m'a épuisé aussi. Ça a été vraiment d'une très grande difficulté psychique, je dirais, et technique, mais la technique est toujours surmontable. Là, c'était vraiment la capacité de projeter l'objet film dans une salle de montage où souvent je n'avais que ma voix enregistrée avec un micro minable. Je savais qu'il allait falloir la réenregistrer, que du coup le ton de la voix que j'aurais, si c'est fait en mix professionnel, aurait une incidence sans doute sur la durée des plans, qu'il allait falloir sans doute repasser au montage derrière. Enfin, c'était très compliqué, même en termes de production. Donc oui, ça a eu un énorme impact. Je crois que je referai plus de films avec des photos. Je pense que c'est bien comme ça. Oui, merci. Ouais. Sur le son, est-ce que tu peux en dire plus? Parce que du coup, c'est vrai que c'est un élément... Peut-être mettre sur le son. Non mais ok. Oui, je sais pas sur si les gens écoutent. Sur le son, parce que du coup, c'est vrai que ça crée l'élément un peu filmique en fait. Oui. Et on sent que elle est assez complexe, elle est extrêmement importante, je pense, dans le rythme du film aussi, et en fait ça a été travaillé comment par rapport aux images, parce que c'est venu j'imagine. Alors il y a eu un premier montage son bricolé avec ma monteuse, donc on a pris les sons qu'on a trouvés. Donc il y a des sons dits d'ambiance qui sont diégétiquement cohérents, c'est-à-dire par exemple l'ambiance d'une rue, c'est pas étonnant de l'entendre quand on voit une rue. Et puis il y a des sons extradigétiques qui sont surprenants, qui sont des sons symboliques, ou quand on entend un hochet, quand on voit nourrisson, c'est déjà plus un déplacement.
hein. Donc la deuxième partie de l'illustration sonore a été faite à la fin par le mixeur, sachant que le mixage est terminé en janvier 2018 et que le film est terminé en septembre 2022. Et donc entre 2018 et 2022, le mix était fait et le film a continué à bouger, mais il a bougé dans une durée fermée. Donc tout ce que je pouvais bouger, on dit techniquement, nous, dans notre langage, en insert. C'était en insert, c'est-à-dire que c'était dans une durée donnée, mais en insérant et en faisant bouger les plans les uns par rapport aux autres, mais dans une durée fermée. Donc ça, c'est encore une autre complexité, parce que je n'allais pas refaire un mixage. Tout ça coûte très cher. Oui. Et en même temps, je n'étais pas complètement content de la copie de travail de 2018. Donc j'ai repris pas mal de décisions. Et voilà, avec toujours un peu de diplomatie vis-à-vis de mon producteur. Parce que c'est pas évident de travailler comme ça, c'est loin d'être évident. C'est interdit d'ailleurs. Oui, normalement c'est interdit. Totalement interdit. Mais ça, c'est le numérique qui veut ça. C'est que le numérique rend fou parce qu'on peut travailler tout le temps, toutes les étapes. Mais oui, il n'y a pas de fin. Et du coup, après, j'ai eu vraiment besoin d'une musique originale parce que d'une part, je voulais Désert d'Edgar Varèse pour finir le film, et ça, c'est pas possible. Les droits d'auteur ne sont absolument même pas négociables avec la famille Varèse. Mais je voulais quelque chose qui soit à la hauteur de Varèse. Donc, j'ai trouvé Sébastien Gaxi, je trouve qu'il s'en sort vraiment très très bien. La musique finale est absolument magnifique. C'est l'orchestre de l'IRCAM. Mais c'est une pièce en fait qui n'a pas été enregistrée pour le film, c'est pas au générique parce que voilà, j'ai pioché dans ces pistes sonores et il m'a même autorisé quelque chose qui pour un compositeur est assez exceptionnel, c'est que j'ai même remonté dedans, c'est-à-dire j'ai coupé. Ça aussi c'est interdit. Voilà, normalement c'est interdit, même les compositeurs. Donc j'ai coupé dedans, j'ai collé 2-3 morceaux avec sa validation, il est revenu au mixage quand même pour voir si harmoniquement ça collait. Et mélodiquement, mais voilà. Et il a fait par contre des compositions originales pour plusieurs séquences avec des fréquences, avec des résonances, avec cet aspect un peu SF par moment. Il a été une sorte de directeur artistique musical d'un film dont il n'avait pas quand même la musique originale exclusivement, parce que vous avez reconnu beaucoup de musique enregistrée, de musique classique par ailleurs. Mais ça a été aussi un travail de grande impureté, c'est une espèce de travail un peu sauvage, de citations musicales de différents univers. En tout cas, quand on écoute Laurent nous raconter cette aventure, grande et longue aventure, on se rend compte que tout ce qui est interdit est faisable, donc retenez-le, parce que il n'y a rien d'impossible quand on en a besoin, quand on veut créer quelque chose. Il faut qu'on s'arrête. Oui, voilà. Merci beaucoup.